Écoute bien. Imagine que tu marches dans les rues d'Alexandrie, vers l'an 150 avant notre ère. Le soleil tape fort, mais ce n'est pas la chaleur qui te coupe le souffle, c'est le spectacle qui t'entoure. Partout, des statues de dieux et de héros se dressent, mais elles ne ressemblent en rien à ce que tu as vu dans les musées. Leurs yeux ne sont pas de pierre blanche, ils sont en onyx noir et en cristal. Ils brillent d'une lueur presque humaine. Leurs vêtements ne sont pas du marbre froid, ils sont peints de pourpre tyrienne, de jaune safran et d'un bleu égyptien si profond qu'ils semblent absorber la lumière. Tu as l'impression d'être observé par une foule de géants figés dans le temps, mais terriblement vivants. Et soudain, tu réalises que l'image de l'Antiquité que l'on t'a vendue depuis l'enfance, celle d'un monde de marbre blanc, pur et austère, est peut-être le plus grand mensonge esthétique de l'histoire de l'humanité. Voici ce que peu de gens savent. Si les statues grecques nous apparaissent aujourd'hui comme des spectres blancs et immaculés, c'est le résultat d'un crime historique, d'un lavage de cerveau esthétique qui a duré des siècles. On nous a appris à admirer la pureté du marbre, mais pour un grec de l'époque classique, une statue blanche était considérée comme inachégée, une carcasse sans âme, une insulte aux dieux. Plongez avec moi dans ce paradoxe. Pendant 2000 ans, nous avons adoré une erreur. Nous avons bâti nos parlements, nos banques et nos idéaux de beauté sur un malentendu chromatique. Et c'est là que tout bascule, car derrière cette peinture effacée se cache une vérité bien plus complexe, une technologie de la couleur et une psychologie de l'image qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur le génie antique. Tu te demandes peut-être pourquoi nous a-t-on caché ça? Ce n'est pas forcément un complot, mais plutôt une amnésie collective. Lorsque les premières sculptures ont été redécouvertes à la Renaissance, le temps, le vent et le sable avaient déjà fait leur œuvre, la peinture avait disparu. Les artistes de l'époque, comme Michel-Ange ou Donatello, ont cru que les anciens cherchaient la pureté de la forme seule. Ils ont imité ce qu'ils croyaient être la perfection, créant ainsi un standard de beauté occidentale fondé sur un fantôme. Mais voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Au XVIIIe siècle, quand on a commencé à sortir les statues de terre à Pompéi ou à Rome, on y trouvait encore des traces de pigments, des rouges vifs, des bleus électriques, de l'or. Pourtant, les historiens de l'art de l'époque ont littéralement fermé les yeux. Ils ont gratté les traces de couleurs pour que la réalité corresponde à leur fantasme de noblesse blanche. C'est un véritable vandalisme culturel commis au nom de l'idéal. Écoute bien, car c'est là que ça devient vraiment fascinant. Pour les Grecs, la couleur n'était pas une décoration, c'était une nécessité biologique pour l'œuvre. Le mot grec pour statue est souvent agalma, ce qui signifie objet de plaisir ou objet qui réjouit. Pour réjouir un dieu, la statue devait être vivante. Ils utilisaient une technique appelée l'encaustique, des pigments mélangés à de la cire d'abeille chaude. Imagine la texture. Ce n'était pas une peinture plate comme sur un mur, c'était une couche translucide qui imitait la profondeur de la peau humaine, la brillance des muscles sous le soleil. Les statues n'étaient pas des objets d'art lointains, elles étaient des avatars. Quand un citoyen entrait dans le Parthénon, il ne voyait pas une sculpture d'Athéna, il était face à une présence qui semblait respirer. Analogie moderne. Imagine que dans 2000 ans, des archéologues déterrent des téléviseurs HD, mais que les écrans sont tous noirs et éteints. S'ils concluent que notre culture était obsédée par l'esthétique du rectangle noir minimaliste, ils feraient la même erreur que nous avec la Grèce. Ils rateraient tout le contenu, toute l'émotion, toute la vie qui se trouvait dans l'image. Mais la quête de l'extrême ne s'arrêtait pas à la peinture. Voici ce que les scanners à lumière ultraviolette révèlent aujourd'hui. Et c'est un choc visuel total. Les motifs sur les vêtements des archers ou des déesses étaient d'une complexité délirante. Des motifs de losanges, des animaux fantastiques, des broderies d'une finesse microscopique. On parle d'une véritable haute couture de pierre. Les archéologues modernes, comme Vincenz Brinkmann, utilisent des lampes spéciales pour faire réapparaître les fantômes de ces pigments. Et le résultat nous laisse le souffle coupé. L'Antiquité ressemblait plus à un festival de couleurs psychédéliques qu'à un cimetière de marbre silencieux. Tu te demandes peut-être si cette débauche de couleurs n'était pas un peu vulgaire. C'est là que notre propre biais culturel nous trahit. Pour les Grecs, la couleur signifiait richesse, statut et puissance. Un bleu d'officine venait du lapis lazuli d'Afghanistan, un rouge éclatant de la racine de Garance ou de l'ocre de Sinope. Chaque statue était une démonstration de force logistique et économique. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Pourquoi cette technologie de la couleur s'est-elle perdue? Pourquoi n'avons-nous gardé que la forme?
La réponse est peut-être plus humaine que technique. En effaçant la couleur, nous avons rendu les Grecs plus sages, plus rationnels, plus conformes à notre vision de la philosophie. Nous avons transformé leur monde vibrant et chaotique en une bibliothèque de marbre froid. Mais en faisant cela, nous avons perdu le contact avec leur véritable motivation, la peur du chaos et le besoin de créer de l'ordre par la beauté vivante. Voici ce que l'histoire officielle ne mentionne que très rarement. Cette amnésie a eu des conséquences politiques. Au XVIIIe siècle, la blancheur des statues antiques a été utilisée pour justifier des théories sur la supériorité de certaines races, liant la pureté esthétique à une prétendue pureté biologique. En redécouvrant que la Grèce était un kaléidoscope de couleurs, nous ne faisons pas que de l'archéologie esthétique, nous déconstruisons siècles de préjugés basés sur une erreur de perception. Imagine maintenant les chantiers des grands temples. Ce n'était pas le silence des musées, c'était le bruit des meules, l'odeur de la cire d'abeille bouillante, les cris des peintures qui se disputaient pour obtenir la nuance exacte de pourpre. C'était une industrie de la simulation. Ils ne cherchaient pas à représenter la réalité, ils cherchaient à la surpasser. C'est l'hyperbole ultime. Alors que nous explorons aujourd'hui les confins du métavers avec nos casques de réalité virtuelle, n'oublions jamais que les Grecs avaient déjà inventé leur propre réalité augmentée. Leurs statues étaient leurs avatars, leurs temples étaient leurs... Écoute bien. Imagine que tu marches dans les rues d'Alexandrie, vers l'an 150 avant notre ère. Le soleil tape fort, mais ce n'est pas la chaleur qui te coupe le souffle, c'est le spectacle qui t'entoure. Partout, des statues de dieux et de héros se dressent. Mais elles ne ressemblent en rien à ce que tu as vu dans les musées. Leurs yeux ne sont pas de pierre blanche, ils sont en onyx noir et en cristal. Ils brillent d'une lueur presque humaine. Leurs vêtements ne sont pas du marbre froid, ils sont peints de pourpre tyrienne, de jaune safran et d'un bleu égyptien si profond qu'ils semblent absorber la lumière. Tu as l'impression d'être observé par une foule de géants figés dans le temps, mais terriblement vivants. Et soudain, tu réalises